les gens n'ont pas eu le temps, les gens, parce qu'on a bien sûr retrouvé des corps, mais si on a fait des études, on a eu le temps de faire 2 pas avant de mourir, soi-même mourir asphyxié, soi-même, ils sont morts pour beaucoup de la déflagration. C'est que quand il y a une explosion de ce type, il y a une onde de choc qui peut vous perforer si vous êtes relativement proche du sommet. Vous pouvez simplement être tué, vous êtes déjà sûr, vous allez devenir sourd, parce que tout le monde est devenu instantanément sourd, parce que le bruit a été tel qu'il a perforé les tympans sur le nom de tout le monde, et après, ceux qui étaient trop proches les a explosés. Donc c'est dans l'horreur, c'est quelque chose de très difficilement imaginable. Et bien évidemment, on n'a pas fait un film d'horreur, ni raconter une histoire d'horreur. Moi, j'ai raconté un Titanic, c'est-à-dire une histoire dont on connaît la fin. Vous la connaissez la fin. Je commence par ça, tout comme le Titanic commence par la fin, par le souvenir, par la mémoire. Et quand je ne sais pas, vous êtes allé voir le Titanic, beaucoup sont allés voir le Titanic. Moi, je suis allé le voir avec ma fille, elle avait 10-12 ans. Et on pleurait tout le film, on enlacé complètement. Comment on pleurait à ce moment-là avec son enfant. Et je crois que ce jour-là, j'ai prononcé peut-être la parole la plus stupide que j'ai. Alors, sans doute, que moi je trouve la plus stupide, mais qui me paraissait évidente. Je dis, moi, je t'aurais sauvé. Et tous me disent ça. Et tous, parce que le pire de la douleur face à une catastrophe, c'est bien sûr notre disparition. C'est bien sûr ce qui nous arrive. Mais le pire, c'est ce qui arrive à nos proches, qui sont là à côté de nous, nos filles, nos compagnes, nos femmes, nos frères, sœurs, enfants. Et c'est ce qui est le plus violent dans une catastrophe. Et c'est ce qui fait que dans toute catastrophe racontée, une catastrophe doit entretenir le désir de sauver. On a tous le désir de se sauver, mais de sauver ce qu'on aime. Et ce qui est farouche, ce qui est terrifiant dans cette histoire-là, c'est que personne n'a eu le temps de se préoccuper de qui que ce soit. Personne n'a eu le temps même de pouvoir protéger ses enfants. Et je vous raconterai parce que des histoires qui mettent en situation des gens, dont par exemple une femme qui s'appelle Mme Prentice, qui est la femme de l'attaché dans l'ambassade. Cette femme, elle sent qu'il va se passer, et elle veut mettre ses 2 enfants en sûreté. C'est tout à fait normal, il ne peut pas partir, il a une mission officielle, et si un bateau battant pavillon américain quittait la rade de Saint-Louis, ça posera un problème. Et donc elle prend des billets, 3 billets, sur un bateau, et le matin de la catastrophe, elle va pour prendre le bateau. Le bateau n'est pas là. Le bateau est parti. Le capitaine a décidé de partir avant la date officielle de son départ. Il a seulement chargé cette cargaison à moitié, il est parti. Et cet homme est parti pour une seule raison, c'est qu'il est italien et qu'il a été élevé au pied du Vésuve. Et quand il a vu cette catastrophe, il a dit « moi je pars ». On a essayé d'arrêter, on a essayé d'arraisonner le bateau, on a essayé de l'emprisonner parce qu'il désobéissait. Et il a dit « mais qui nous mettra en prison demain? Vous serez tous morts ». Et cet homme a eu ce qu'on appelle le courage d'avoir peur. Parce que lui avait la culture de la catastrophe. Et la plupart, tous les gens à Saint-Pierre n'avaient pas cette culture-là. Et même pire, ils avaient une espèce de culture rassurante, puisque la Pelée avait 50 ans auparavant eu une explosion du même type, dont on ne connaissait pas le nom, mais la coulée avait été arrêtée par un mort sur une colline juste avant Saint-Pierre. Et dans la mémoire collective, dans l'inconscient collectif, une explosion de la montagne Pelée devait être arrêtée par son bord. Donc, c'est pour expliquer pourquoi cette montagne qui a prévenu pendant 3 semaines, c'est-à-dire que ce n'est pas une espèce d'explosion soudaine dans la nuit quand personne ne s'y attend. Pendant 3 semaines, on voit de la cendre, on voit des pierres, il y a des éruptions de toutes sortes. La ville est couverte de sang. Couverte de sang. Et comme si la montagne Pelée, c'est pour ça qu'elle m'a intrigué, comme si la montagne Pelée avait des qualités de scénaristique. La montagne Pelée va couvrir la ville de sang, et avant de l'anéantir, il va y avoir une pluie qui va laver la ville. C'est-à-dire que la montagne Pelée va massacrer une ville propre. Comme si elle avait fait la toilette du mort avant qu'il ne meure. Donc tous ces éléments-là, moi, m'ont conduit à dire que cette montagne, sans lui prêter des intentions, en tout cas, j'avais envie d'interroger et de
c'est elle qui raconte cette histoire. Alors, l'éruption, bien entendu, la catastrophe finale aura lieu à la fin du livre, il y a toute une partie romancique et aussi une partie très intéressante parce que c'est la peinture de la Martinique et plus précisément de Saint-Pierre en cet an 1902, alors que l'esclavage a été aboli en 1848. Et comment elle était cette société alors? Saint-Pierre était une ville active, comment on vivait à Saint-Pierre? Ah, Saint-Pierre, c'est un trésor. On l'appelait le petit Paris ou le petit Venise parce que c'est une montagne, la montagne pelée. Aujourd'hui, vous allez la voir, elle ne peut pas penser à une tueuse. Vous voyez une montagne verte, une montagne prospère, une montagne fertile. Parce que ça a quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'un volcan, quand il est recouvert de cendres, du fait des éruptions, après, la terre est encore plus fertile. Et il pousse sur les flancs de la montagne pelée, la canne, du tabac, enfin, il pousse de tout, et du rhum. Il ne pousse pas, mais on fabrique, grâce à ce qui pousse. Mais enfin, il y a beaucoup d'Antillais qui pensent que ça pousse dans les arbres. Mais donc cette montagne, elle est là, la ville est riche. La ville est richissime. C'est-à-dire que la Martinique a un chef-lieu, une capitale administrative, c'est Fort-de-France. Et Fort-de-France et Saint-Pierre, c'est la guerre. Fort-de-France, c'est serré, sérieuse, voilà. C'est la ville administrative. Saint-Pierre, c'est une ville de port. C'est une ville de débauche. C'est une ville qui est très très riche et qui en plus n'a même pas la politesse de cacher sa débauche. C'est-à-dire que les femmes qui travaillent de leur corps, là-bas, on appelle des horizontales, c'est le terme qu'on utilise là-bas, ces femmes-là se montrent, elles pavoisent, elles traversent la ville, sont une espèce de reines, sont ce qu'on appelle des femmes matadors, parce qu'elles en imposent, elles en montrent, elles défient. Et ça, Fort-de-France n'aime pas, et c'est pour ça que Saint-Pierre d'ailleurs a un vrai carnaval. C'est un vrai carnaval, c'est-à-dire que un carnaval, c'est quand les riches sont pauvres et les pauvres sont riches une bonne journée. Et là-bas, il y a une espèce d'art du carnaval qui fait qu'on tourne en dérision les plus puissants. Et donc Saint-Pierre est une débauchée insolente. Et donc Fort-de-France, bien sûr, de sa disparition. Et ça n'est pas un détail que de typer Saint-Pierre de cette manière-là, parce qu'encore aujourd'hui, si vous allez à Saint-Pierre, vous pouvez être étonné qu'une telle catastrophe, qu'une telle ville, il en reste aussi peu. Et il y a encore dans l'inconscient collectif martiniquais l'idée que cette ville méritait, c'est comme Sodome et Gomorrhe, cette ville méritait d'être détruite, et qu'il ne lui est arrivé que ce qu'elle méritait. Et à partir de là, aujourd'hui, c'est très difficile, parce que c'était bien évidemment du fait de la richesse, c'était une ville extrêmement racialisée. C'est-à-dire que les Blancs la possédaient, les riches travaillaient, d'accord, mais il y avait quelque chose d'assez singulier à Saint-Pierre qui aurait pu être un laboratoire de la mixité. C'est-à-dire que toutes ces villes riches, toutes ces villes métissées, produisent une classe moyenne, c'est les mulâtres. Et les mulâtres à Saint-Pierre sont ceux qui devenaient enseignants, devenaient avocats, allaient faire leurs études, que les parents blancs envoyaient faire des études à Bordeaux, qui revenaient pour faire de la politique. Le plus grand journal, et on en parlera, est tenu par un mulâtre, Hurat, qui est celui qui a implanté l'école publique à la Martinique. Bon, il y a des gens, c'est-à-dire que encore 50 ans peut-être que Saint-Pierre aurait été un modèle de société métissée. Elle n'a pas eu le temps de ça. Donc elle reste cette gourgandine, elle reste cette ville qui n'a eu que ce qu'elle méritait. Et ça, c'est encore aujourd'hui le cas. Quand on y va, c'est désespérant. Le musée là-bas, c'est une espèce de cabinet de curiosité qui a été réalisé par quelqu'un collectant des objets comme ça, un peu comme il y en a. Parce que la mer, pendant des années et des années, elle a nourri les plages de tout ce qu'il y avait dans les bateaux, de tout ce qu'il y avait dans les maisons. Et on pouvait, à l'époque, à Saint-Pierre, les gens partaient collecter sur les plages tous les vestiges de la catastrophe. Et c'est une ville qui a été, pendant 10 ans, pillée. Les gens ne sont pas revenus à Saint-Pierre, c'était une ville morte, mais ils étaient pillés parce qu'on allait y prendre des pierres, on allait y prendre des poutres, on essayait de trouver des trésors. Parce qu'à Saint-Pierre, il y avait la banque. Il y avait la banque partie. C'est-à-dire que la première chose qu'on a sauvée après la catastrophe, vraiment, la première chose qu'on a sauvée après la catastrophe, il y a eu un corps expéditionnaire de l'armée qui est venu chercher les coffres de la banque de Saint-Pierre dans les dépôts. Les premiers sauvés, c'est l'argent. Tout de suite, c'est vrai, mais ça c'est absolument historique parce que c'était des sommes considérables. On se dit, s'ils mettent la main là-dessus, voilà, donc il y a eu
des tas de fantasmes, c'est une réalité. Donc cette ville-là, moi je la fais revivre du temps de sa splendeur, c'est-à-dire avant la catastrophe, du temps de l'insouciance. Du temps de l'insouciance et du temps où c'est effectivement, même romanesquement, une ville extraordinaire. Moi je me suis dit, mais comment je vais faire pour reconstituer cette ville à cette époque-là? J'ai un laps de temps très court, et presque de façon s'est imposée l'idée que cette ville était une ville d'opposition, une ville de duel. C'est-à-dire qu'on est une époque, en 1902, où encore il y a beaucoup de duels, on est encore dans les... parce que ça durera très 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 longtemps, on est encore après l'affaire Dreyfus. Et il y a eu énormément de duels en France qui étaient le fait de l'affaire Dreyfus pendant très 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 longtemps, puisque c'était un procès qui a eu des rebondissements, et c'était une façon de se planter socialement. Et donc, je me suis dit, et il y avait des duels évidemment, et il y avait, comme Saint-Pierre ne fait rien, comme tout le monde, comme Saint-Pierre a le goût du beau, des gens allaient mourir, se provoquer en duel dans le plus bel endroit de Saint-Pierre, le jardin botanique. Le jardin botanique de Saint-Pierre était une merveille mondiale, c'était connu dans le monde entier, c'était un sort laboratoire, on y testait des essences d'arbres, de fleurs, c'était une merveille, des cascades, une espèce d'Éden, et cet endroit qui était le plus beau et que la population de Saint-Pierre allait visiter, ou se détendre, on choisissait d'y mourir là. Parce que le monde mourait bellement. Et c'est la réalité. Vous avez dans ce jardin, il y avait des traces de balles dans les troncs, vous avez l'impression que les troncs vous regardaient, c'est des yeux comme ça, qui vous regardaient. Et je me suis dit, c'est là que ça doit commencer. Et si ça doit commencer, ça doit commencer entre un blanc et un noir, puisque c'était la position. Donc il y a une histoire d'amour. Mais cette idée de ce jardin n'a pas seulement cette fonction qui est déjà, je trouve, assez étonnante. C'est que le jardin botanique entretient une illusion. Et comme tous les jardins entretiennent l'illusion de la maîtrise de l'homme sur la nature. Quand vous êtes dans un jardin, l'arbre qui est ici, les fleurs qui sont là, le bosquet qui est là, c'est vous, c'est nous, ce sont les hommes, c'est le génie humain qui fabrique des jardins. Et ce génie humain, quand vous êtes en plus au milieu de la beauté, parce qu'il y a une deuxième chose qui est mortelle, c'est la beauté. On a le sentiment que ce qui est beau est protégé. Que ce qui est beau ne va pas être atteint comme le serait la négoce. Mais on a ce sentiment-là. Donc quand vous êtes dans ce jardin botanique de Saint-Pierre, vous avez cette espèce de double assurance d'être dans un endroit où on maîtrise la nature, alors que tout autour, parce que ce jardin il est comme une enclave au milieu de la nature, que tout autour gronde, que tout autour est en train d'exploser, se couvrir de sang, vous avez le sentiment que là, vous êtes protégé par la main de l'homme et par l'illusion du beau. Et ça, c'est quelque chose que j'ai... Parce que je me suis dit, moi aussi, je me suis interrogé, mais pourquoi sont-ils pas partis? Pourquoi sont-ils pas partis 3 semaines à ne pas venir? Oui, je sais bien qu'aujourd'hui, quand il y a des catastrophes, les gens, même la peur du pillage peut faire qu'on ne part pas, ou parce qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas, tout simplement. Et c'est vraiment un mystère que j'ai essayé d'explorer, parce qu'on est de l'ordre presque de la psychologie sociale, de la psychologie du fou. Ça m'intéressait. Mais tout ça avec des histoires. Oui, avec des histoires. Donc on peut dire quand même un mot des personnages principaux. Othello, le très beau nom, et Louise, qui sont les amoureux, et la maman d'Othello aussi, qui a un grand rôle. Oui, les amoureux, bien sûr. Vous allez voir le Titanic, qu'est-ce qu'il vous reste, les amoureux, bien évidemment. Et les amoureux, c'est ceux qui cristallisent le désir de sauver. Vous voulez les sauver. Donc moi, j'ai 2 amoureux qui ont aussi les caractéristiques de la ville. La jeune fille est une jeune fille abandonnée, c'est dans ces très belles tours d'abandon. Quand je dis très belle tour, j'aime l'idée qu'on puisse mettre à disposition de ceux qui veulent un enfant dont on ne peut pas assurer, parce qu'il y avait des enfants qui provenaient non pas même pas d'amour, mais de viol tout simplement aux Antilles. Donc ces enfants étaient abandonnés. Donc Louise a été abandonnée, c'est une jeune fille qui est blanche, mais on ne sait pas d'où elle vient. Moi, vous m'avez devant moi, vous auriez mon frère Serge. C'est Steve McQueen, mon frère. On n'avait même pas. On n'avait même pas. Il est blond, il a les yeux bleus. Chez moi, ma mère, elle a fait 13 gosses, 12 avec les yeux bleus, moi. Et ça, c'est la réalité biologique, hein, c'est la réalité. Imagine, la génétique a beaucoup d'humour. On peut faire avec 2 couleurs de base, si je puis dire. Parce que mon père, il est déjà mulâtre. Bon, et ma mère, c'est une enfant Dieu, lui, il est un tard. Bon, ça fait. Et les gosses, c'est pour ça chez moi,
je dis souvent, on n'est pas de famille, on a un nuancier. Il y a des teintes différentes, comme ça, les 13 mots qui sont de teintes différentes. Et donc, j'ai voulu que ces deux jeunes gens aient deux apparences sont celles auxquelles on se lie. Il a l'air d'un blanc, il a l'air d'un noir, il a l'air d'un blanc. Bon. Mais qui ont des origines, on ne sait pas si leurs parents ne sont pas, eux aussi, des parents métis, des parents mélangés, on ne sait pas. Même au Thélo, on ne sait pas. Et ça, j'aime cette indécision, indéfinition des origines. Donc, ils sont deux amoureux. L'une est promise à un baron qui, comme il l'a élevé, considère qu'il doit un jour en faire sa femme. Bon, ouais, il a le pouvoir, il a l'argent, voilà. Et l'autre, c'est un gosse, un mou qui rêve d'être un acteur, et puis qui a une grande gueule, quoi. Qui un jour va se retrouver à un peu trop parler et à être provoqué en duel. À cette époque-là, il y a beaucoup, ça s'est fait beaucoup en France. Quand on ne maniait pas l'épée ou le pistolet suffisamment bien, on payait une sorte de tueur à gages qui allait provoquer celui qui vous causait des ennuis, et puis vous faisait flinguer. C'était un meurtre tout à fait, c'est un assassinat, hein, mais qui est tout à fait légal, puisqu'il avait une main. Mais ça s'est fait dans des proportions qu'on n'imagine pas. Imaginons, c'est simple, et d'aujourd'hui, il y en a un qui vous embête, il y a un gros costaud qui se promène avec un pistolet, tu lui dis va le voir, tu le traites de ceci, il va le traiter par là, tu vas lui jeter ton dans la figure, il va le relever, et tu le tueras demain au jardin botanique. Pas de problème. C'était quelque chose qui était de cet ordre-là à cette époque-là. Bon, il va y avoir un duel au jardin botanique entre Othello, si je l'ai appelé Othello, parce que il y a un petit peu et puis Louise. Et bien évidemment, les choses ne vont pas se passer comme ça. Et c'est là que je fais intervenir la montagne pelée. La montagne pelée ne fait pas que raconter. La montagne pelée veut avoir une influence sur l'histoire. C'est-à-dire que... comme les anciens dieux avec les Grecs. Hein. Ah, mais elle est sûre. Moi, je suis certain que c'est une sorte de dieu, parce que la montagne pelée, elle incarne quelque chose qui, moi, m'a toujours intrigué. C'est-à-dire, elle incarne la permanence. Mais de milliers d'années. C'est-à-dire que la montagne pelée n'a pas seulement connu les Antilles du temps de la colonisation, de l'esclavage. Elle n'est pas née au XVIIIe siècle, la montagne pelée. Elle a connu les Indiens Caraïbes. Elle a vu le camarade de Christophe Colomb venir faire beaucoup et découvrir la Martinique au Carbet, sur la plage du Carbet. Elle a vu tout ça. Donc, et curieusement, les Antilles ont oublié cette histoire-là. Moi, quand j'étais gamin, quand on me racontait la Martinique, c'était une terre sur laquelle il n'y avait personne, et on est allé chercher des esclaves africains, on les a amenés à la Martinique, on les a fait travailler la canne, et ça a fait les populations qui sont là aujourd'hui. Mais non, il a fallu d'abord, comme systématiquement pendant 2 ou 3 siècles, massacrer les Indiens. C'est les Indiens Caraïbes, les Indiens Arrois qui étaient là et qui se sont défendus. Parce que quand on raconte en ce moment, il y a une grande. En train de faire du révisionnisme à propos de Christophe Colomb. Et moi, le héros somptueux, on rappelle que quand même, on a massacré un petit peu des Indiens. Quoi. Il les a même fait en grande partie disparaître. La seule chose qui m'intéresse en gros, c'est l'or. Bon, ce Christophe Colomb, comme tout le monde, et puis les gens après, ont massacré les Indiens Caraïbes, les Indiens Arawaks, et il y a dans l'inconscient antillais quelque chose de très très délicat à traiter, il ne faut pas traiter. C'est le fait que ces populations-là, les Indiens Arawaks, si vous allez à la Martinique, il y a une falaise dont on vous dit que du haut de cette falaise, les Indiens se sont jetés. Ils étaient poursuivis par les ils se sont jetés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une population qui a préféré mourir que d'être en esclavage. D'accord? Ce qui n'est pas du tout, j'allais dire, la situation des Africains venus aux Caraïbes et qui ont été réduits en esclavage. Il n'y a pas eu le même réflexe, la même culture, le même rapport à l'esclavage. Et ça, c'est quelque chose qui donc, moi, j'ai jamais entendu parler, quand j'étais gamin, d'Indiens Caraïbes, d'Indiens Arawaks, d'une culture qu'on commence à retrouver maintenant, parce qu'on fait des fouilles archéologiques et on retrouve, bien sûr, c'était des villages de pêcheurs, bien sûr, c'était. Mais il y a quelque chose, et même dans la langue, dans la créolisation des langues africaines, il y a, avec le contact des Indiens Caraïbes et Arawaks, encore des traces de ça. Donc, ça, c'était intéressant pour moi que cette montagne. Parce qu'on m'a dit, la première chose qu'on m'a dit, mais il n'y a pas de créole. Je dis, il n'y a pas de créole, moi je ne parle pas de créole. Moi je suis martiniquais de Seine-Saint-Denis. Les parents n'ont jamais chez moi parlé en créole. Mon père était de cette génération
il faut parler français mieux que les Français, où il faut écrire mieux que... et donc, j'ai jamais lu les doudous de Fête Caraïbe, de Tipon chez la maison, jamais. Et donc aujourd'hui, je ne parle pas le créole, et ma seule façon de la respecter, c'est de ne pas le parler. Parce que j'ai plein de bouquins, les expressions créoles, j'aurais pu faire du name dropping, piqueter non, c'est un manque de respect complet. Et en plus, ça m'arrangeait, puisque c'était la montagne Pelée qui parlait, et la montagne Pelée parle toutes les langues. Donc, elle a décidé avec moi de parler en français. Et avec vous, ça va vous arranger aussi, vous allez voir. C'est plus simple. Mais c'est un parti pris qui n'est pas du tout innocent. C'est parce que je considère que cette langue, qui est une belle langue, même si Césaire la considérait comme un patois un peu informel, je dois la respecter en ne l'utilisant pas de façon exotique ou folklorique. Donc voilà pourquoi la montagne, qui connaît toutes les langues, s'adresse à vous dans la montagne. Dans les forces de la nature qui entrent en lice dans ce moment, il y a aussi la rivière qui est importante, la Roxelane. La Roxelane, c'est une des rivières, il y en a plusieurs, qui coulent de la montagne Pelée et qui ont fait que effectivement, on a appelé Saint-Pierre la Venise tropicale. Parce que l'eau est partout. L'eau est partout. Dans les jardins, dans les fontaines, l'eau est partout. Et la Roxelane a en plus une chose assez extraordinaire, c'est que si vous allez à Saint-Pierre, vous allez investir. Bien sûr, on va vous montrer la prison, on va montrer des choses dont on parlera, mais on va montrer un pont. Il y a un petit pont de pierre qui passe au-dessus de la Roxelane, il est encore là. Il est encore là. C'est-à-dire que lui a résisté à la nuée ardente. Comme c'est arrivé à Maison la Romaine, c'est le pont romain, c'est le seul qui est resté, parce qu'il y a des techniques de construction qui faisaient que. Et ce pont est là, et ce pont était le centre, en fait, de Saint-Pierre. Car sous ce pont, il y avait les lavandières. Les lavandières de Saint-Pierre, c'était en soi une aristocratie de Saint-Pierre. C'est elle qui lavait le linge de toute la ville. On lavait le linge, elle le battait, elle le lavait, elle le faisait sécher sur les pierres, et les jeunes gens, les gens venaient sur le pont pour parler avec elle parce qu'elle savait tout. C'est-à-dire que, j'allais dire, un corps de métier qui lave le linge des autres, c'est tout. La moindre, alors c'était des espèces d'experts, elles étaient capables d'interpréter la moindre tâche, le moindre accro, la moindre changement de linge dans une famille. Tout ça, c'était des sociologues de la lingerie. Elles étaient capables d'interpréter tout ce qui se passait à Saint-Pierre, et elles étaient, comme elles savaient des choses avant les journalistes. Les journalistes venaient prendre des informations auprès d'elles. Et donc on se posait sur ce pont de pierre pour discuter avec elles, échanger tous les ragots, les gossips, on dirait aujourd'hui de Saint-Pierre. Et elles avaient cet aplomb. Et en plus, elles étaient, si vous voulez, pour faire des raccourcis qui sont un petit peu modernes, c'est les lavandières à mi-cuisse dans la Roxelane, c'est du one-shot permanent. C'est-à-dire que les jeunes gens venaient découvrir le corps féminin à travers ces lavandières-là. Les jeunes gens, il y avait les lavandières, et puis il y avait une rue qui s'appelle la rue Monte-au-Ciel. On peut imaginer ce que c'est. Et donc il y avait une espèce de parcours initiatique pour les jeunes gens entre le pont de la Roxelane et les maisons closes un petit peu plus loin. Et selon les âges, on commençait par le pont, et après. Mais c'est-à-dire c'est des villes qui contiennent toutes les étapes de l'éducation d'un jeune homme ou d'une jeune femme, parce que les jeunes filles, par contre, quand on était une jeune fille de bonne famille, on faisait 100 ou 200 mètres de plus pour ne pas passer sur ce pont et ne pas être contaminé par ces jeunes filles du diable. Voilà. Donc c'était des choses. Et elles, en plus, il y a une chose qui est en plus fondamentale, elles étaient dans l'eau toute la journée. Et la Roxelane prend sa source sur la montagne Pelée. C'est-à-dire que toutes les humeurs, les changements de température, les changements même de composition de l'eau, elles le ressentaient dans le corps. C'est-à-dire qu'elles étaient les premières à savoir, elles ont été les premières à savoir que cette fois-ci, la montagne Pelée se fâchait vraiment. Et c'est pour ça que j'aime, et c'est en plus j'aime parce que c'est extrêmement romanesque, donc effectivement, une des lavandières est la maman d'Othello, et parce qu'elle a reçu cet enfant comme Noé. Elle était en train de laver le linge, et comme c'est arrivé mais plusieurs fois, on mettait un enfant qu'on voulait abandonner souhaitant le tour d'abandon, si on le mettait à la Moïse dans un panier,
il descendait le fleuve et une lavandière ou quelqu'un d'autre le recueillerait. Et là, Othello a été recueilli de cette manière-là, sauf qu'elle ne voulait pas qu'on l'appelle Moïse, elle trouvait ça un peu commun. Elle l'a appelé Othello parce qu'il avait le sourire d'une affiche de théâtre, parce qu'il y avait un très beau théâtre, y compris Sarah Bernard. Les plus grandes troupes passaient à Saint-Pierre parce que le théâtre de Saint-Pierre est une reproduction du théâtre de Bordeaux, en toute simplicité. Et les rues sont pavées avec des pavés de Bordeaux. Quand les bateaux venaient, quand ils venaient à Ville, on les lestait de pavés de Bordeaux, et après, quand ils repartaient, ils lâchaient les pavés qu'on utilisait pour paver les rues. Parce que la ville de Saint-Pierre n'était pas du tout une ville qu'on pourrait imaginer comme aujourd'hui, une ville caraïbe avec de jolies couleurs et du bois en dessous. Non, non, c'était une ville en pierre. Et c'est pour ça que les gens même ont cru, quand la montagne Pelée a commencé à entrer en éruption, que l'endroit où on serait le plus en sécurité, c'est dans cette ville-là. C'était là, parce que c'était pas une ville qui pouvait être soufflée, même par un ouragan. Donc c'est tous ces éléments-là. Et donc la Roxane, j'ai une grande tendresse pour à la fois cette rivière et pour ces lavandières. Alors cette société de 1902 à la Martinique et à Saint-Pierre donc en particulier, est-ce qu'elle était très hiérarchisée, très séparée? Comment ça se passait? Bien sûr, quand je disais racialisé, c'est aussi très très structuré, bien évidemment. Vous avez quand vous allez aux Antilles, vous avez des clubs, beaucoup de clubs. Il y a la densité de francs-maçons aux Antilles est beaucoup plus importante qu'ailleurs. C'est-à-dire que toutes ces sociétés qui sont extrêmement structurées sont des sociétés qui sont à la fois communautaires au niveau origine sociale et raciale, et en même temps créent des communautés à l'intérieur qui sont des communautés des clubs. Tout simplement, il y avait des clubs de toutes sortes. Il y avait même un club pour les Noirs, un club pour les Blancs. Ils étaient juste séparés par des maisons closes. Il paraît qu'ils utilisaient les mêmes. Mais disons que c'était. Mais on allait, quand on était un blanc béquet, on allait dans tel club, quand on était un mort, on allait, quand on était mulâtre, on allait. C'est-à-dire que ces sociétés-là sont fondamentalement